Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je suis Léo, médecin en fin de formation, et chaque semaine, je vous accompagne pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps et de votre santé. Ensemble, nous découvrirons des conseils pratiques basés sur la science, des avancées fascinantes issues des dernières études et les expertises d'invités inspirants. Vous méritez une santé optimale et un bien-être durable. Ici, on transforme la théorie en action concrète. J'espère que vous êtes prêts à atteindre la santé que vous méritez. On est parti pour l'épisode du jour. Nawel, bonjour. Salut. Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Comme à mon habitude, je vais te demander de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bah, pas de souci, Léo. Du coup, moi, je suis le docteur Nawel Aduri, docteur Nawel 2.0 sur certains réseaux sociaux tels que YouTube, Instagram ou bien encore TikTok. Dans la vie de tous les jours, je suis médecin, praticien hospitalo-universitaire. C'est un statut un petit peu particulier après le clinica quand on veut faire des carrières hospitalo-universitaires. En médecine physique et de réadaptation neurologique sur le CHU de Dijon. Et actuellement, je suis dans une année un petit peu particulière. En fait, je fais ce qu'on appelle une mobilité postdoctorale. Donc, en fait, c'est faire une année à l'étranger dans un laboratoire de recherche après sa thèse de sciences. Et donc, je suis actuellement sur les hôpitaux universitaires de Genève. Voilà. Et j'ai 34 ans. Sinon, rien de bien spécial de plus. Ok, donc objectif d'être PU après avec tout ça. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais, c'est un parcours long, mais après, voilà, c'est des choses intéressantes, tu vois, que de faire de la médecine type soins médicaux et en même temps allier la recherche, parce que j'adore ça, et les enseignements aussi à la fac auprès des étudiants en médecine, pharma, kiné, enfin voilà, plusieurs types de professionnels de santé en tout cas. Ok, pas mal de casquettes parce que t'es quand même bien présente sur les réseaux à côté de Ouais. tout ça. Donc, Oui, mhm, c'est vrai. Un peu j'ai pas l'habitude de... hyperactive, c'est vrai. Ouais, bon, t'as raison, hein. T'as raison. J'ai pas l'habitude de faire ça. C'est vrai que MPR, c'est souvent quelque chose qui est que les gens connaissent pas au final comme spécialité. J'aimerais bien que tu l'expliques un petit peu justement aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que c'est parce que ça reste une spécialité médicale. Oui, tout à fait. Donc, comme tu le dis, hein, c'est une spécialité médicale qu'on peut vraiment choisir enfin, l'équivalent des ECN. Maintenant, on appelle ça EDN, mais en tout cas à la fin de l'internat depuis 2009. Avant, en fait, c'était un diplôme supplémentaire en plus d'une autre spécialité. Depuis 2009, c'est une spécialité médicale à part entière, qui est une spécialité, moi, je dirais, de très pluridisciplinaire et qui complète vraiment d'autres spécialités. En fait, à quoi ça sert un médecin en médecine physique et de réadaptation ou MPR? Globalement, en fait, c'est un médecin qui va évaluer d'une autre façon peut-être que d'autres médecins la personne qui a certains types de pathologies. Donc, nous, on rencontre des personnes, par exemple, atteintes de pathologies neurologiques. Moi, c'est ma surspécialité. Mais on peut aussi voir des patients avec des pathologies cardiaques, pneumologiques, oncologiques, des enfants, donc plutôt une population pédiatrique. On fait aussi voilà, en population gériatrique, en préopératoire. Enfin, vraiment, il y a plein de surspécialités. Et en fait, donc, on va évaluer d'une certaine façon, de façon très globale, mais en même temps très précise, les patients, donc avec un examen physique, clinique qui est vraiment très approfondi. Le but, ça va être en fait de définir ce qu'on appelle les déficiences, donc tous les symptômes vraiment appareil par appareil, système par système, pour vraiment avoir une image très globale de tout ce qui ne va pas chez le patient en termes de symptômes, de comprendre en gros en quoi ces symptômes le limitent au quotidien. Par exemple, moi, ce que je vois très souvent, c'est des patients qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, qui ont des difficultés à la marche, des difficultés à la parole, des difficultés pour attraper un objet, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des limitations d'activité. Par exemple, avoir des difficultés à parler ou à manger ou à marcher. Et ces limitations-là d'activité, elles vont avoir un impact sur la qualité de vie, sur la participation sociale de ces individus, au niveau du travail, etc. Et nous, notre but, en fait, ça va être de proposer soit avec d'autres thérapeutes de la rééducation et de la réadaptation, des protocoles de rééducation physique et autres, soit ou sinon on pourra aussi prescrire des dispositifs technologiques. Par exemple, les médecins de médecine physique et de réadaptation prescrivent énormément d'orthèses. Donc les orthèses, par exemple, c'est quelque chose qui va habiller un membre et qui va permettre d'améliorer son fonctionnement.
Ça peut être par exemple des orthèses pour aider à relever le pied ou à maintenir le genou bien en place. Donc ces choses-là, il y a des choses beaucoup plus complexes. On prescrit aussi des prothèses, par exemple chez les personnes amputées, des fauteuils roulants électriques, d'autres types d'appareillage. Et ensuite, on effectue aussi certains gestes interventionnels que d'autres spécialistes ne font pas. Par exemple, des patients après un accident vasculaire cérébral qui auront eu, par exemple, une raideur d'un membre du fait de l'atteinte neurologique, en fait, ils vont avoir une faiblesse musculaire et en même temps, certains groupes musculaires qui seront trop hyperactifs et qui vont enraidir, par exemple, la main, un pied, une jambe, etc. Et ben nous, en fait, on va faire ce qu'on appelle, par exemple, des injections de toxines botuliques au niveau du muscle. Donc, c'est pas des injections de toxines à visée esthétique, c'est vraiment pour améliorer la fonction et on se basera toujours sur les objectifs du patient. Est-ce que c'est quelque chose de fonctionnel ou pas? Donc ça, c'est par exemple un type de geste un peu interventionnel. On fait aussi par exemple des infiltrations. On peut faire aussi d'autres gestes, mais plutôt à viser pour compléter nos observations, comme des tests isocinétiques, des bilans urodynamiques pour mieux évaluer des troubles vésico-sphinctériens, génitosexuels, anorectaux. Moi, par exemple, je suis spécialisée dans tout ce qui est analyse du mouvement, avec des techniques vraiment très particulières d'analyse du mouvement en 3D, toujours pour, par exemple, se dire est-ce que une indication chirurgicale, elle est OK ou pas? Est-ce que les injections de toxines que j'ai fait à un patient, c'était une bonne idée ou pas? Donc, en fait, on a vraiment un large panel de possibilités de prescription, d'intervention, d'évaluation. Et vraiment, le but, nous, c'est vraiment d'améliorer la fonction et les performances des personnes qu'on prend en charge. Mais en fait, il y a tout type de patients qui peuvent tomber entre les mains d'un médecin en médecine psych et de réadaptation, un peu à l'instar, par exemple, d'un radiologue qui peut voir tout type de patients, d'un anesthésiste réanimateur. On n'est pas sur un organe en particulier, mais tout plein de surspécialités. Voilà. Et du coup, toi, tu t'es surspécialisé derrière en neurologie. Nous, c'est un peu ce qu'on va Oui. essayer de voir aujourd'hui, c'est justement, comment le cerveau, les muscles, le corps et le mouvement surtout permettent aux personnes atteintes par diverses pathologies de se rééduquer et d'apprendre à fonctionner un peu mieux ensemble. Quand je t'avais envoyé un petit peu la liste des différents sujets que je voulais aborder, il y a un point un peu important. Alors, heu, que je sois peut-être un peu précis pour pas qu'on parte dans tous les sens, sur, au final le mouvement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Là, je bouge mes bras par exemple, qu'est-ce qui fait que mes bras bougent et pas mes jambes, au moment où je décide de le faire? Voilà, est-ce qu'on peut essayer de voir un petit peu, à ce moment-là de Globalement, en fait, il faut voir 2 choses différentes. Un mouvement, ça va soit être, par exemple, une réaction à quelque chose qui vient de l'extérieur, ce qu'on appelle, par exemple, un stimuli, qui peut être un stimuli, visuel, sensitif et cetera et donc ça va être, par exemple, une réaction d'évitement ou une action supplémentaire pour prendre en compte cet élément de l'extérieur. Donc ça, c'est un premier type de mouvement, c'est important, j'expliquerai pourquoi et ensuite, un deuxième type de mouvement qu'on appelle plutôt des mouvements, volontaire où en fait l'information elle va pas forcément naître justement de quelque chose de l'extérieur mais vraiment avec un autre schéma et le troisième type de mouvement qui existe c'est ce qu'on appelle un petit peu les mouvements automatiques pardon c'est des mouvements en fait on n'a pas l'impression vraiment de contrôler par exemple quand on marche du coup je pense que tu le sais il y a nos bras qui ont ce qu'on appelle un ballon du bras c'est-à-dire que nos bras vont s'agiter pendant la marche ça c'est un mouvement qu'on appelle automatique et on pourra en reparler plus tard. Il y a des pathologies où cette motricité automatique, en fait, elle est pas bonne et ça donne certains symptômes qu'on peut justement dépister. Mais globalement, en fait, d'où naît un petit peu cette intention du mouvement tout va commencer y a eu en fait un stimuli ou pas au niveau du cerveau. Au départ, il y a une phase qu'on appelle un petit peu de planification du mouvement. En fait, ça va démarrer au niveau d'une partie du cerveau qui est le lobe frontal et plus spécifiquement une zone qui est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et c'est vraiment là où en fait l'intention
du mouvement, elle va naître. Et en fait, au fur et à mesure, ça va migrer dans différentes zones du cerveau, comme par exemple une autre partie du cortex qu'on appelle le cortex prémoteur, et c'est vraiment là où l'organisation du mouvement va se faire, dans des zones beaucoup plus profondes. Par exemple, les noyaux gris centraux, c'est ces entités-là qui marchent pas bien, par exemple, chez les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson et qui vont en fait un petit peu équilibrer les choses entre le mouvement volontaire et ce que je parlais tout à l'heure, le mouvement automatique. Et ensuite, dans le mouvement, s'il y a que le mouvement qui passe comme ça va pas aller. Il y a aussi une structure qui est hyper importante, entre autres, qui est le cervelet et qui va moduler un petit peu la coordination des mouvements. Donc la coordination, en fait, c'est vraiment synchroniser dans le temps et dans l'espace les muscles, les segments, les articulations. Et ça va aussi parfois inhiber certains mouvements parce que sinon, s'il n'y a pas de cervelet, les mouvements ils seront très saccadés, très explosifs. Donc ça, c'est hyper important au niveau déjà de ce qu'on appelle le système nerveux central au niveau du mésencéphale et de l'encéphale. Il y a ces parties-là, donc au niveau du cortex, le cerveau et le cervelet où c'est hyper important. Et ensuite, donc l'influx nerveux va passer très très rapidement dans ces différentes zones-là. Et après, il y aura des voies particulières qui seront empruntées. C'est ce qu'on appelle les voies pyramidales. C'est elles vraiment qui vont assurer la motricité qu'on appelle volontaire. Et en fait, entre justement le cerveau, le cervelet, en tout cas l'encéphale, on va dire ça comme ça, et il va y avoir une jonction avec la moelle épinière. Et ce qui va faire un petit peu le lien pour conduire justement cet influx de la motricité, c'est ce qu'on appelle les motoneurones. Et c'est eux en fait qui vont relayer justement en fait l'influx de la voie pyramidale via justement une partie qui est la partie antérieure de la moelle épinière. Et ensuite donc au niveau une fois que ça aura traversé justement ces motoneurones supérieurs, ça va encore aller vers d'autres types de motoneurones. Ensuite ça va aller au travers des nerfs périphériques. Et ensuite pour atteindre les muscles, entre les nerfs et les muscles, il y a une jonction qui s'appelle la jonction neuromusculaire. Donc neuro comme nerf et musculaire comme le muscle. Et en fait, il va y avoir plein de réactions un peu complexes chimiques qui vont avoir lieu. Et là, c'est la même chose s'il y a des problèmes au niveau de ces réactions chimiques-là, comme par exemple dans certaines maladies, du coup, la conduction, le potentiel nerveux, il va pas bien se faire. Et après, une fois justement qu'il y a eu toutes ces réactions chimiques-là, il y a certaines molécules, notamment comme le calcium ou bien encore un autre type de molécule qui est l'ATP, qui vont à ce moment-là rentrer en jeu et qui vont permettre, grosso modo, de faire un phénomène de contraction musculaire qui va permettre justement l'interaction entre différentes fibres au niveau du muscle et qui va permettre justement de créer aussi par des arcs réflexes, etc., la contraction musculaire. Donc en fait, c'est tout un mécanisme qui part de certaines zones du cerveau et qui va être descendante jusqu'au muscle, mais en passant par plein de systèmes et entités différentes. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'à l'expliquer, ça prend 2-3 minutes, mais en fait, quand on le fait, là, par exemple, quand je fais un mouvement de main, c'est un millième de seconde, c'est ultra rapide. Et en plus de toutes ces choses-là, pour bien assurer le mouvement, il y a pas mal d'autres systèmes aussi qui rentrent en jeu. Et en gros, il faut retenir que c'est vraiment un ensemble de réactions du cerveau, de la moelle épinière, etc., mais aussi de réactions chimiques et neurophysiologiques qui semblent un peu complexes, mais à étudier, ça se fait bien. Et c'est vrai que bon, déjà, c'était très clair. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est impressionnant à quel point, c'est vrai que juste un mouvement d'un cinquième de seconde Bah ouais. fait intervenir tellement de choses. Et alors, les gens qui nous écoutent nous diront peut-être, c'est peut-être pas important de savoir ça, tout ça, mais en fait, c'est important parce que il y a différentes pathologies qui vont intervenir à différentes parties de ce chemin-là et qui vont, au final, poser des problèmes, que ce soit au niveau du muscle, au niveau de la jonction neuromusculaire, au niveau du cerveau, ils ne vont pas se traiter de la même manière, ne vont pas avoir non plus les mêmes conséquences. Donc voilà, c'était très clair et très, enfin, ça se visualise très bien. Et Il y a juste un petit tableau et une craie derrière et ouais, ça c'est aurait ça, été faudrait que j'y nickel. arrive, hein, faudrait que j'arrive à faire ça un jour. Peut-être pour la prochaine saison, je verrai.
Alors c'est une question que j'hésitais à poser parce qu'elle est un peu, peut-être tirée par les cheveux, mais quand on on sait pas marcher, on sait pas courir, déjà on galère à se mettre debout. Est-ce que le cerveau apprend à justement les mouvements, les mouvements de la marche, les mouvements de préhension, le fait de pouvoir, attraper les petites choses? Est-ce que ce sont les muscles qui apprennent? Est-ce que ce sont les 2 qui apprennent ensemble et travaillent ensemble? Heu, est-ce qu'on voilà, c'est une question que je me suis posée là, on peut entraîner, au final donc le muscle le muscle et le cerveau ou le muscle et le cerveau, séparés? Moi, je dirais que c'est un ensemble parce que globalement, quand tu nais, il y a des choses, que tu as en capacité de faire. C'est par exemple, tout ce qui sont ce qu'on appelle, les réflexes archaïques et en fait, il y aura des réflexes archaïques qui sont présents tout de suite, d'autres un petit peu après et qui vont disparaître, par exemple, à 5-6 mois de la naissance. Pour les personnes qui regardent, je donne un exemple. Si vous approchez d'un bébé et que vous lui donnez juste un doigt, il va l'attraper. C'est pas forcément, enfin c'est même pas de la motricité qu'on appelle volontaire, c'est un réflexe archaïque qui s'appelle le réflexe du grasping. Parce que c'est un peu automatique, voilà, c'est une espèce un petit peu d'immaturité de certaines zones cérébrales et notamment frontales. Des personnes qui auront un syndrome frontal, elles vont de nouveau avoir ce réflexe archaïque de rattraper. Un bébé jusqu'à l'âge de 5-6 mois, s'il fait ça, c'est normal, c'est le développement neuromoteur. Et moi, je suis plutôt d'accord avec toi de dire que c'est un peu un ensemble, que c'est la maturation du cerveau, des différentes structures du cerveau, la substance blanche, la substance grise, au niveau musculaire, au niveau du reste du système nerveux, central, périphérique, les nerfs, etc. C'est vraiment un ensemble. Il faut pas voir en fait un enfant comme un adulte en miniature. Les pédiatres, par exemple, ils détestent qu'on dise ça. En fait, l'organisme, toutes les différentes structures ben, du fait des différents stades de développement, vont progressivement être en croissance, mais ils vont pas tous grandir en même temps déjà. Il y a certaines structures, par exemple neurologiques, qui vont grandir au départ, d'autres qui vont prendre la suite, etc. Une fois que certaines structures seront bien maturées, il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Ça, c'est par exemple l'exemple du cervelet. Il va pas aller aussi vite que le développement de la substance blanche au niveau du cerveau. C'est pour ça que, par exemple, des enfants de 7-8 ans, ils peuvent encore avoir des réactions complètement disproportionnées, sauter dans tous les sens, sans que ça soit étrange. Si vous avez ça, par exemple, chez quelqu'un qui a 30-40 ans, qui va avoir une attitude très explosive, bah là, c'est un peu bizarre. Donc clairement, par exemple, le cervelet, ça fait partie des structures qui vont maturer que un peu plus tard. Non, non, il faut vraiment voir les choses comme un continuum assez progressif. Et après, bah, c'est tous les fameux stades un petit peu du développement qu'on apprend, hein. Un enfant, par exemple, il apprend déjà à se retourner sur le ventre, à se mettre ensuite à quatre pattes, ensuite seulement à se mettre sur les genoux, ensuite, bah, avant ça, bien sûr, à tenir assis, à tenir sans support derrière son dos, avec quelque chose. Avant ça, il arrive à bien tenir sa tête parce qu'on ne tient pas son tronc sans savoir tenir sa tête. Enfin, c'est des choses logiques, des étapes. Et bah, pendant tout le reste de son existence jusqu'à l'acquisition de la marche et d'autres acquisitions beaucoup plus fines, comme par exemple tenir un stylo, c'est beaucoup plus compliqué que de se mettre debout et de faire 3 pas, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les gestes vraiment gros. En anglais, on appelle ça gross motor function versus les gestes très fins. En anglais, on appelle ça fine motor function. Euh, donc, par exemple, un enfant de 6 ans, il n'aura pas les mêmes capacités qu'un enfant de 2 ans ou 3 ans, notamment au niveau de ces gestes très fins. Et ça va être vraiment selon la maturation des différentes structures nerveuses, neurologiques, mais aussi au niveau musculaire, au niveau de l'apprentissage de la coordination, de l'équilibre, d'autres choses beaucoup plus précises au niveau de la sensibilité. Euh, et ça se fait au fur et à mesure. Encore une fois très clair et je pose cette question-là, oui, parce que justement nous dans l'idée de rééduquer, un cerveau ou en tout cas un mouvement qui est malade, la question se pose de, voilà, comment on arrive à passer après un AVC, puis réussir à bouger, tout un côté et réussir au bout de quelques mois, quelques années de rééducation à reprendre, l'usage partiel ou total parfois de la main. Et avant de passer à ce sujet-là, j'aimerais juste, parce que je pense qu'on va en parler à un moment donné, qu'on définisse, 2-3 termes que sont, l'équilibre, la coordination et la Mhm. proprioception.
parce que souvent c'est 3 choses qui sont un peu confondues et voilà, je préfère qu'on définisse les Oui. termes avant de pouvoir les aborder ensuite. Ouais, t'as raison. Souvent, les gens, ils ont tendance. Moi, je vois beaucoup de contenus vulgarisés où ils disent proprioception, équilibre. C'est vraiment deux choses complètement différentes. La proprioception, en fait, il faut voir ça comme une modalité sensitive un petit peu particulière. Dans les capacités sensitives, il y a plein de types de sensibilité selon les voies que ça emprunte justement pour la détection de cette sensibilité. Et la proprioception indique que c'est une sensibilité profonde. Elle va emprunter des voies un peu particulières et en fait, ça permet la proprioception d'avoir ce qu'on appelle une perception consciente, mais aussi inconsciente, la position et des mouvements des segments corporels dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment de se dire, voilà, en gros, quand, imaginons, je ferme mes yeux, d'un côté, j'ai le bras comme ça. Si on me demande de faire la même chose de l'autre côté, du coup, j'y arriverai justement grâce à ces capacités, de proprioception. Donc, il y a vraiment ce côté un peu d'ajuster la posture, etc. Mais ça veut pas dire que c'est de l'équilibre. C'est vraiment un type de sensibilité particulier. Ensuite, tu m'as parlé d'équilibre. L'équilibre, globalement, c'est la capacité en fait d'un individu à maintenir son centre de gravité dans ce qu'on appelle sa base de support. La base de support, en fait, c'est l'espace qu'il y a entre ses pieds. Des gens, par exemple, qui ont des troubles de l'équilibre altérés à cause de troubles de la sensibilité, ils vont avoir tendance à avoir une base de support qui sera très élargie. C'est la même chose pour, par exemple, imaginons en sortie de bar, on voit des personnes un petit peu alcoolisées. En fait, l'alcool va atteindre une structure neurologique qui s'appelle le cervelet, j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, c'est des personnes qui vont avoir pareil tendance à pas avoir tout à fait moins d'un mètre entre leurs deux pieds, mais plutôt bien plus quoi. Donc ça aussi c'est hyper important l'équilibre, donc de se dire voilà, on maintient en fait ce centre de gravité dans cette base de support, donc l'espace entre nos pieds. Quand on est par exemple soit en position immobile, ce qu'on appelle position statique, ou même lors de mouvements des positions beaucoup plus dynamiques. Donc ça c'est l'équilibre. Ça va bien sûr impliquer d'autres systèmes comme le système proprioceptif, la vision au niveau vestibulaire, donc tout ce qui va être vraiment structure de l'oreille interne. Et c'est pour ça que les gens ils ont tendance à confondre en fait proprioception et équilibre, mais c'est pas la même chose. Et ensuite tu m'as parlé de coordination. La coordination en fait c'est la capacité d'une personne à avoir des mouvements fluides, précis, parce qu'elle va arriver à synchroniser ses mouvements, ses muscles dans le temps et dans l'espace. Et ça, en fait, c'est pareil. Il y a plein de structures. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la maladie de Parkinson. Une personne qui a la maladie de Parkinson, elle aura pas des mouvements très coordonnés, très fluides ou très précis, parce qu'il y a une atteinte des noyaux gris centraux qui fait que, du coup, le mouvement va être rigide, saccadé. Donc ça, c'est un des exemples pathologiques. Donc pour résumer, proprioception, c'est une modalité de sensibilité qui permet de situer des segments corporels dans l'espace, donc ce qu'on appelle la sensibilité profonde. L'équilibre, c'est maintenir son centre de gravité et donc avoir une position équilibrée par rapport à son référentiel, qu'on soit statique ou qu'on soit en mouvement. Et ensuite, la coordination, c'est vraiment la capacité à avoir des mouvements fluides, que ce soit sur une section temporelle donnée ou dans un lieu restreint ou un grand espace. Et c'est 3 choses qu'on peut travailler, Mm. qu'on soit malade ou pas. C'est 3 choses avec des exercices spécifiques. Voilà, il y a des gens qui ont pas la chance d'avoir une très bonne coordination, c'est des choses qui se travaillent aussi. Oui, oui, Voilà, bien je sûr. pense que Mm. c'est important de retenir ça. On ne naît pas avec, C'est ça. on est avec certaines capacités, mais il y a des perspectives de croissance. De Tout à fait. De toute façon, en fait, comme tu le dis, hein, quand on est dans l'enfance, ces trois modalités-là, elles sont pas, on en a déjà pas conscience. En fait, quand on connaît pas tout ça, le monde, de la physiologie, etc., on en a pas confiance, mais ça évolue de façon progressive et croissante au cours de notre développement, donc jusqu'à globalement, au fur et à mesure. Je pense qu'avant l'âge adulte, hein, quelqu'un de 16 ans, il a globalement ces capacités-là. Quand on fait par exemple, je sais pas moi, du sport, des activités physiques, intellectuelles, loisirs type par exemple, je sais pas moi, apprendre du piano, etc. On peut upgrader
justement ces capacités-là. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on a une pathologie, moi, franchement, en neurologie, en tout cas, je n'ai pas un seul patient qui a pas au moins une atteinte de l'un de ces 3 mots que j'ai dû définir. Et après, justement, ça fait partie aussi des techniques de rééducation. Après, c'est vrai que parfois, malheureusement, c'est aussi important à entendre. Les personnes, des fois, elles gardent des séquelles et on n'arrive pas à retrouver ce que la personne avait avant, malgré que on fasse plein de choses et que la personne, elle était à un niveau très très satisfaisant avant un épisode neurologique. Ouais, complètement. Et justement, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet, hem, avec cette question un peu bête, parce que sinon on ferait pas d'épisode, mais pourquoi c'est aussi important de bouger quand on est malade et qu'on a un problème, on est orienté, neurologie ici, mais dans l'ensemble, pourquoi c'est aussi important? Parce que c'est déjà tout court hyper important de faire ça quand on n'a pas de pathologie neurologique. L'activité physique, alors moi je préfère parler d'exercice physique parce que l'activité physique en fait c'est tout type de mouvement. Par exemple, lever ma main comme ça, c'est une activité physique. Alors c'est une activité physique qui est légère, très très légère même, mais c'est une activité physique. Et l'exercice physique en tant que tel, c'est hyper important qu'on ait une pathologie neurologique ou pas, qu'on soit en bonne santé ou pas, parce que ça va permettre justement l'entraînement musculaire au niveau cardio-respiratoire quand ça a certains types de modalités, et aussi la production de pas mal d'entités au niveau cérébral, des hormones, des neurotransmetteurs qui vont avoir plein de propriétés, par exemple la dopamine, la sérotonine, et j'en passe, qui auront par exemple des propriétés pour améliorer les capacités de mémoire, pour améliorer l'humeur. Un autre exemple, par exemple, une hormone qui s'appelle BDNF qui va permettre la croissance en fait au niveau, on va dire, de certaines cellules nerveuses, améliorer l'oxygénation cérébrale, la vascularisation, donc la circulation sanguine au niveau du cerveau. Ça va permettre en fait d'accélérer, par exemple, chez les personnes qui sont atteintes de pathologies, d'espèce de plasticité cérébrale. La plasticité ou la neuroplasticité, il en existe plein de types. Il y en a au niveau du cerveau, il y en a au niveau du système périphérique, il y en a au niveau de la moelle épinière. Il y a plusieurs neuroplasticités. Et celle qui est plus connue pour l'activité physique, c'est la neuroplasticité cérébrale. Et en gros, c'est une des propriétés de l'activité physique avec toutes les hormones dont je t'ai parlé tout à l'heure et les neurotransmetteurs qui vont permettre justement d'améliorer cette capacité plastique du cerveau à faire de nouvelles connexions entre des neurones. Par exemple, quelqu'un qui a eu un AVC, imagine, c'est comme si il y avait un chemin qui était plus possible d'emprunter entre deux neurones pour faire, par exemple, une activité motrice, de la parole, etc. Cette neuroplasticité, le but, en fait, ça va être d'essayer de tenter de trouver un nouveau chemin entre un neurone et l'autre neurone, mais en empruntant par exemple des connexions annexes avec d'autres neurones pour permettre à l'influx nerveux de repasser. Et ça, l'activité physique, c'est quelque chose que, l'exercice physique, ça permet vraiment d'améliorer. Et outre ce côté-là, le fait de bouger aussi, ça permet de limiter tout un peu les positions vicieuses, les positions un peu douloureuses. Si on reste dans une même position alors qu'on a par exemple un handicap moteur, une faiblesse musculaire, des troubles de la sensibilité, ça va exacerber le risque en fait d'être dans des positions qui ne sont pas normales, des muscles au niveau des articulations. Et c'est un risque aussi après de pas pouvoir récupérer des certaines amplitudes des articulations. Vraiment, l'activité physique et un peu plus précisément l'exercice physique, c'est hyper important. Ça fait partie de plein de protocoles de rééducation, mais outre la rééducation, même chez les personnes comme toi et moi, c'est très très important de ne pas être sédentaire. Oui, de toute façon, ceux qui nous écoutent, là, on tourne le 20e épisode, donc je pense que vous avez compris que voilà, l'activité physique reste une des choses qu'on préconise le plus souvent. Et c'est vrai que bon, on tournera des épisodes spécialisés sur la santé des personnes âgées enfin, pendant l'été, mais même pour les gens qui avancent en âge, même pas forcément les personnes âgées ou autres, le mouvement reste essentiel et aussi, pas forcément pour apprendre, mais pour limiter la dégradation au final, neurologique qui peut arriver aussi avec l'âge. Vraiment, tout le monde a des bénéfices et aura des bénéfices à bouger.
Maintenant, tu as abordé déjà le concept de neuroplasticité. J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que bon, pareil, c'est quelque chose qu'on entend un peu dans tous les sens à n'importe quel moment. Qu'est-ce qui se passe justement quand on a perdu une fonction, qu'on a perdu la possibilité d'un mouvement? Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on puisse récupérer l'usage d'un bras qui, à 2-3 jours après un AVC, par exemple, ne bougeait plus du tout? Et ben, en fait, c'est ce que je t'ai expliqué. Globalement, en fait, quand il y a une atteinte, par exemple, après un AVC, il faut imaginer qu'il y a un, une ruelle entre deux neurones qui ne fonctionnent plus. C'est en gros ce qu'on appelle par exemple, après un AVC ischémique, après un infarctus cérébral, comme ce qu'on peut avoir au niveau cardiaque ou après une hémorragie. Mais c'est surtout au niveau des infarctus. On a ce qu'on appelle des zones ischémiées où il n'y a plus vraiment de circulation qui se fait, et quand c'est une hémorragie, bah c'est un peu plus compliqué, mais il faut se dire que pareil, il y a des zones qui sont moins bien vascularisées, ou des dégâts hémorragiques qui font qu'il y a des zones qui sont en tout cas moins bien fonctionnelles. Donc en gros, il y a des chemins entre des neurones qui marchent. Ce qui va se passer avec cette plasticité cérébrale, c'est qu'en fait, bah, le neurone qui doit conduire le premier l'information pour aller vers le deuxième, vu qu'il peut plus aller vers son copain, il va voir d'autres amis, on va dire ça comme ça, neurones, comme par exemple quand tu as un itinéraire avec une route déviée, bah du coup tu vas prendre une autre route pour tenter d'atteindre ce fameux neurone, et après, bah, espérons que du coup derrière il y ait pas d'autres soucis pour que la fonction remarche. Et en fait, quand on regarde au niveau microscopique, par exemple, il y a pas mal de vidéos si on va sur YouTube, ou même d'autres contenus CNRS et autres, il y a des coupes de nerfs en fait, de neurones, euh, justement qui montrent un petit peu comment ces liaisons elles peuvent se faire. En fait, le neurone il va en quelque sorte un petit peu grandir pour justement atteindre un autre neurone voisin, et de fil en aiguille refaire un autre chemin. C'est comme ça que une fonction comme par exemple utiliser son bras après un AVC peut euh, ne plus être effective. Le but de la rééducation, ça va être justement d'exacerber cette propriété naturelle du cerveau. Hein, c'est quelque chose de base naturel. Hein. C'est pas que chez les personnes qui ont un AVC, tout le monde a des capacités de neuroplasticité cérébrale. Justement, la rééducation, le but, ça va être d'essayer de faire marcher, de stimuler ces nouveaux circuits encore, encore, encore et encore. Par exemple, au départ en guidant, en faisant parfois ce qu'on appelle des théories contre-induite. Enfin, il y a plein de techniques différentes, mais en tous les cas, pour tenter de stimuler ces nouveaux circuits. Et après, sur la neuroplasticité, faut savoir qu'il y a des choses, par exemple, qui améliorent ces capacités de neuroplasticité du cerveau, et d'autres qui les amoindrissent. Par exemple, consommer de l'alcool, c'est pas une bonne chose pour la neuroplasticité cérébrale. Être stressé, euh, les maladies infectieuses inflammatoires, c'est pas une bonne chose pour la neuroplasticité cérébrale. Avoir une bonne hygiène de vie, sommeil, activité physique, c'est quelque chose de très bon pour la plasticité cérébrale. Il y a certains médicaments, par exemple, quand les personnes elles ont des troubles de l'humeur, et ça arrive fréquemment après un AVC, on donne certains médicaments à visée antidépressive, ou en tout cas pour améliorer les humeurs, pour passer d'une humeur très triste à des choses mieux. Ces médicaments-là aussi, un de leurs modes d'action, ça va être la neuroplasticité cérébrale. En plus que de viser certaines stimulations de neurotransmetteurs comme la sérotonine, etc. Donc il faut vraiment bien avoir en tête que même les personnes qui n'ont pas de pathologie ont cette neuroplasticité, et que le but de la rééducation, c'est de la stimuler. D'accord, donc on va avoir hop là, des parties différentes du cerveau qui vont prendre la place de parties qui fonctionnent plus, en plus de leur propre rôle de base. C'est ça. En fait, le but, ça va vraiment être de stimuler des nouveaux circuits pour faire des choses qui n'étaient plus possibles après un événement neurologique, et qu'au fur et à mesure, ce soit de nouveau possible. Mais comme je l'ai expliqué, des fois, quand les atteintes, elles sont trop sévères, ou que le cerveau n'a malheureusement pas de forte capacité de neuroplasticité, des fois, on sait pas trop pourquoi.
C'est pas de la faute de la personne qui a eu un AVC malgré toute la bonne volonté, motivation, etc. L'équipe de rééducation. Bah, des fois, il y a selon la sévérité et le terrain un petit peu de base de la personne, malheureusement, des fois, il y a des déficits, des atteintes neurologiques qui récupèrent pas bien malgré qu'on tente de stimuler. Ouais, ça c'est important de préciser parce que le but c'est pas de donner de faux espoirs en disant que tout le monde peut Non, bien remarcher sûr, faut après être un AVC ou réaliste. autre, hein, Dieu merci. Mais mais c'est quand même un message d'espoir parce que ça montre que bah non, c'est pas une fatalité. Si vous avez eu un AVC, en effet, il y a des perspectives d'amélioration qui peuvent être très bien pour vous. J'interromps rapidement l'épisode. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner et laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous aide beaucoup et nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants. Merci encore, on peut reprendre. On a abordé un peu ça aussi, différentes manières qu'on a de rééduquer quelqu'un, parce que c'est quand même, ça paraît quand même fou de se dire, on passe de je peux plus bouger à je peux bouger. Déjà, bon, je pense que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Quels sont les exercices justement qu'on peut faire, un peu pour déjà ne serait-ce que juste commencer à induire un mouvement? Il y a plein de choses. Au départ, par exemple, imaginons une personne qui a pas du tout de motricité. Le premier but, ça va être déjà, comme je te disais, qu'elle ne se mette pas, par exemple, la main ou un bras dans des positions vicieuses. Donc le but, par exemple, avec les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les psychomotriciens, ça va être de faire ce qu'on appelle des mobilisations passives, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre à la place du patient qui va mobiliser la main, le bras, etc. Ensuite, par exemple, il peut y avoir l'utilisation de certaines machines pour, par exemple, aider à initier ces mouvements de flexion, extension du coude, ouverture, fermeture de la main. Donc, il y a plein de différents types de dispositifs qu'il y a dans les plateaux techniques de rééducation qui peuvent permettre ça. Ensuite, d'aider, par exemple, d'entraîner le patient à faire tel ou tel mouvement quand il commence à y avoir des petites contractions, par exemple, qui peuvent apparaître. Et ensuite, il y a plein de techniques selon que l'atteinte, elle soit plutôt au départ du membre supérieur, donc ce qu'on appelle proximal, versus un déficit qui est plutôt distal, donc à la fin du membre. Les techniques de rééducation seront pas les mêmes. On sera sur des approches beaucoup plus globales, fortes, etc. Quand du coup l'épaule fonctionne encore, alors que si l'épaule fonctionne plus et qu'on est sur quelque chose de plus distal, on va tenter par exemple des mouvements d'approche, de rapprochement, etc. Mais qui seront dans des périmètres différents. Chose hyper importante aussi, j'aurais peut-être dû commencer par ça. On va pas commencer à rééduquer des membres et des mouvements quand, par exemple, la posture déjà elle-même, elle est pas bonne. Souvent, les patients qui ont fait des AVC, on est souvent face à des patients qu'on appelle hémiplégiques. Donc, c'est-à-dire qui ont tout un côté du corps qui est des fois complètement paralysé, des fois une certaine partie, qui fait que quand on leur demande de se tenir assis, vu que tout le bras, tout la jambe, le tronc, etc. sont très faibles, du coup, on va avoir tendance à partir du côté, justement, en fait, tout le côté qui est faible, il va pas porter. Donc, avant que de se dire, voilà, on va bien rééduquer certains membres, et la posture aussi, tenir bien assis, la posture debout, quand c'est possible, c'est quelque chose d'hyper important. On va pas commencer à tenter de faire marcher quelqu'un si, en fait, il n'arrive pas à tenir debout. Et du coup, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on parlait, les phases d'évolution de l'enfant. Le but, bien sûr, c'est pas de faire penser qu'on fait régresser les patients adultes, bien entendu, mais on est un petit peu sur la même logique, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à faire marcher quelqu'un s'il tient pas bien assis, avec le tronc bien en bonne posture, s'il tient pas debout, sans aide technique, etc. Et globalement, une fois que cette posture-là, elle est bien acquise, on peut commencer justement en toutes ces rééducations du mouvement. Et dans le mouvement, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas que les muscles. Des fois, il y a des troubles de la sensibilité. Des fois, c'est des troubles de la coordination. Des fois, c'est des troubles au niveau de l'équilibre. Au niveau du cervelet, ça, c'est les atteintes les plus difficiles parce que souvent, les personnes, par exemple, quand c'est des atteintes du cerveau, elles ont pas vraiment de déficit au niveau moteur, au niveau du muscle, mais au niveau vraiment de l'entité de la coordination,
qui fait que des fois elles arrivent même pas à tenir debout. Quand elles marchent, elles ont des mouvements complètement anarchiques qui entraînent des risques de chute. Donc en fait, on essaye vraiment toujours de bien évaluer pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas au niveau des structures et organes au niveau en tout cas cérébral, les différentes entités. Et après on se dit voilà, par exemple on tente de ces mobilisations passives, certaines techniques de renforcement musculaire, travailler par exemple la sensibilité, la proprioception. On peut utiliser certaines aides techniques, etc. pour suppléer certaines fonctions du patient, déambulateur, une canne. Je parlais d'orthèse tout à l'heure. En fait, le but c'est vraiment d'essayer de prendre pas à pas chacun des choses qui ne fonctionnent pas, les prendre en considération pour faire un petit peu des protocoles de rééducation un peu sur mesure, parce que malheureusement dans l'AVC il y a tellement de tableaux différents et c'est le cas dans plein de pathologies. Il y a globalement un petit peu des protocoles types, mais après on adapte toujours à la personne parce que chaque pathologie, chaque tableau clinique, il est vraiment très individuel. Il ressemble pas forcément à un autre, même pour une même artère touchée dans les AVC, même pour un même territoire musculaire touché dans les AVC, même pour un même âge entre deux personnes qui ont une maladie de Parkinson ou sclérose en plaques. Donc après, on personnalise énormément. Et après, ça dépend bien entendu de la motivation du patient et de ses objectifs, parce qu'il y en a des fois ils disent qu'il faut les laisser tranquilles. Bien sûr, on les écoute pas trop au début en tout cas. Puis après, il y a quand même des décisions à prendre et on fait pas les choses contre le gré des patients. Mais vraiment comprendre qu'il n'y a pas une formule magique, un type d'enchaînement de protocole, et que ça va vraiment dépendre de ce que la personne présente. Oui, c'est important, ça reste très personnalisé quand même, c'est comme tout, hein, s'il y avait une recette Tout à secrète, fait. Mmh. on le saurait Ce serait génial. depuis bien longtemps. C'est ça. Justement, là, on parle beaucoup des AVC, des pertes de fonction dues à cette maladie. Le concept de neuroplasticité, il est valable aussi pour d'autres pathologies. Je pense à, tu as évoqué la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques. C'est la même chose qui se met en place? Oui, après il y a d'autres choses forcément selon les pathologies, mais c'est valable pour toutes les maladies neurologiques, parce que c'est déjà quelque chose, comme je te le disais tout à l'heure, qui est là même quand on n'a pas de pathologie. On est tous doués de capacités de neuroplasticité, de croissance neuronale. Donc il y a aussi ces phénomènes-là qui rentrent en compte, hein. On crée toujours des neurones. Après, c'est juste qu'à un moment donné, on en tue plus qu'on en crée. Par exemple, dans les maladies neurodégénératives, c'est un petit peu ce problème-là. Mais clairement, oui, c'est vraiment dans tous les types de mécanismes de pathologie où on a ces phénomènes-là. Bah, justement, tiens, on parlait, tout à l'heure de la maladie de Parkinson. C'est une maladie qu'on voit de plus en plus quand même, apparaître pour plein de raisons particulières, et notamment, ça fait partie, je pense, des maladies qui sont assez présentes, causées par notre mode de vie, heu, actuel. Est-ce qu'on peut dire L'environnement, mode de grossièrement un vie, petit peu complètement. ce que fait cette maladie, justement, au corps? Ouais, bien sûr. Du coup, oui, t'as tout à fait raison. Notre mode de vie, même s'il faut pas trop culpabiliser les gens, mais le mode de vie, malgré nous, fait que il doit y avoir une augmentation de ça, l'environnement. Il y a des piges génétiques aussi, hein, de plus en plus. Il y a 10% des maladies de Parkinson qui sont de cause génétique quand même. L'exposition à certaines choses, par exemple les pesticides. Il y a des maladies professionnelles parkinsoniennes. Il y a des syndromes parkinsoniens traumatiques, par exemple les boxeurs, rugbyman, on en a entendu encore parler il y a pas de temps, si longtemps que ça. Donc c'est hyper important de bien comprendre les différents mécanismes et pourquoi tous ces mécanismes peuvent donner une maladie de Parkinson idiopathique ou ce qu'on appelle des syndromes parkinsoniens. Donc la maladie de Parkinson idiopathique, c'est que il n'y a pas vraiment de cause substantielle en tout cas qu'on retrouve, et les syndromes parkinsoniens, ce sont des maladies neurologiques qui incluent des symptômes parkinsoniens mais qui sont pas des maladies de Parkinson. Je vous donnerai des exemples après. Et en fait, la maladie de Parkinson, c'est dans les structures profondes du cerveau qu'on appelle les noyaux gris centraux, et une voie un peu particulière de la substance noire qu'on appelle voie, c'est un peu barbare comme terme, mais voie nigrostriée. Et pour faire simple, en fait, c'est les voies qui vont permettre la motricité automatique. Donc tout à l'heure, par exemple, je parlais du ballon des bras, c'est le meilleur exemple, hein, quand on marche, nos bras ils se balancent.
Et c'est par exemple un des premiers signes de la maladie de Parkinson qui débute souvent d'un côté puis après devient des deux côtés où on dit bilatéral. Souvent, avant même parfois les tremblements, il y a eu plein de papiers scientifiques là-dessus, mais avant même ces fameux tremblements, alors que la maladie de Parkinson, elle se réduit pas qu'à ça, hein, il y a cette perte du ballon des bras ou des troubles déjà très fins au niveau des capacités de marche des patients, des petites baisses de vitesse de marche, etc. Et il y a toute une cinétique en fait de la marche, du mouvement qui vient en fait de cette perte de motricité automatique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces noyaux gris centraux, ils fonctionnent moins bien. Et en fait, il y a au fur et à mesure, ces noyaux gris centraux vont produire de moins en moins de dopamine. Et en fait, quand on arrive à moins de 50% de ce qu'on devrait avoir de niveau de dopamine, c'est là où on commence à avoir les signes moteurs de la maladie de Parkinson. C'est souvent les premiers signes. On a d'abord, par exemple, faire perdre de ballon du bras, des tremblements, une marche à petits pas, des mouvements un peu saccadés, une certaine raideur, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des signes moteurs. Et ensuite, normalement, viennent ce qu'on appelle des signes non moteurs. Par exemple, du bavage, une hypersalivation, des troubles de la déglutition, des troubles au niveau de l'humeur, même des dépressions très particulières, des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Au niveau urinaire, au niveau anorectal, c'est des gens qui sont souvent très constipés, qui ont ce qu'on appelle une hyperactivité de vessie avec des fuites urinaires, etc. Des hypotensions quand ils sont debout, c'est ce qu'on appelle des hypotensions orthostatiques. Enfin bref, il y a plein de symptômes. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des signes non moteurs. Et souvent, c'est des signes qui viennent après l'installation des signes moteurs. Et il y a autres syndromes qui sont pas des maladies de Parkinson idiopathique qu'on appelle des syndromes parkinsoniens, où des fois, on peut d'abord avoir ces signes cognitifs, par exemple non moteurs, avant les signes moteurs. Un exemple d'une maladie qu'on entend de plus en plus parler, je crois que c'était Catherine Laborde qui était atteinte de cette maladie, la maladie à corps de Lévy. Ça, c'est une maladie où il y a un syndrome parkinsonien, mais au départ, en fait, ce qui va principalement frapper à l'esprit avant les troubles moteurs, la rigidité, etc., ça va être une personne qui va avoir un début de démence, des hallucinations la nuit, ce qu'on appelle hallucinations vespérales parce que ça arrive la nuit, des troubles de la persécution, etc., mais vraiment des tableaux cognitifs avant les symptômes moteurs. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tous, ils ont un peu la même origine, c'est que le cerveau ne libère plus assez de dopamine. Et ensuite, au niveau des traitements, le but, ça va être d'essayer de doper justement cette production ou d'amener ce manque justement de dopamine par des traitements médicamenteux, des comprimés. Il y a aussi des pompes, d'autres systèmes qui existent quand les comprimés c'est plus assez suffisant. Il y a même des stimulations cérébrales de ces noyaux gris centraux, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai fléau cette maladie parce que ça touche quand même, je crois, 250 000 personnes en France. Donc c'est quand même vraiment énorme. Il y a une explosion des cas, mais un peu comme toutes les maladies neurologiques en ce moment. Il y a des pistes hyper intéressantes au niveau de l'origine aussi. Par exemple, tant que c'est vrai que c'est pas bien solide, je me dis bon, faut encore creuser, mais il y a quand même pas mal de papiers qui sortent, par exemple, sur le rôle de l'hygiène intestinale, ce qu'on appelle une probiote, etc. Au final, est-ce que c'est parce que les personnes ont des troubles digestifs à type de constipation, etc., qu'elles développent la maladie de Parkinson, ou est-ce que c'est un symptôme de la maladie de Parkinson? J'avais lu un papier il y a pas longtemps comme ça là-dessus, c'était hyper intéressant. Donc bien sûr, ça reste que des pistes, hein, c'est pas des pistes de certitude, mais c'est vrai que ça permet de se dire que voilà, l'activité physique, avoir une bonne hygiène alimentaire, une diète équilibrée, etc. Peut-être que ça peut être des pistes intéressantes pour tenter d'éviter de développer ces maladies. Mais bien entendu, je parle tenter de développer parce que, comme je l'ai dit juste avant, il y a des formes génétiques, il y a des formes liées à l'environnement, et ça malheureusement, c'est difficile d'éviter. C'est comme ce qu'on dit très souvent dans les épisodes à chaque fois, c'est que vous mettez toutes les chances de votre côté en ayant une hygiène de vie bonne et correcte. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Ça reste des statistiques. Comme toute statistique, des fois, il y a des gens qui finissent par être touchés alors qu'ils ont une hygiène de vie nickel, et d'autres personnes qui n'auront jamais rien alors qu'elles ont fait n'importe quoi toute leur vie. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est plus rare quand même, mais ça arrive, c'est sûr. Ouais, ah oui, c'est sûr. Mais ça arrive. Je me rappelle d'une mamie
97 ans au fin fond de la Bretagne, qui avait fumé un paquet par jour de ses 16 à ses 80 ans. Comme ça. Très surprenant, vraiment très surprenant. Ne fumez pas, hein. OK. Si vous Non, non, m'écoutez, non, ne bien sûr, fumez bien pas. sûr. Justement, on parlait un peu alors des facteurs génétiques de tout ça. Est-ce qu'on est tous égaux face à nos capacités de rééducation ou pas? Est-ce que il y a des facteurs un peu prédisposants? Déjà, tu as parlé tout à l'heure, tu as abordé le sujet de les personnes qui étaient déjà dans un bon état physique avant. Est-ce que ça, c'est un facteur qui est plutôt optimiste pour la rééducation? Voilà. Qu'est-ce qui différencie parfois quelqu'un qui se rééduque bien de quelqu'un qui se rééduque pas très bien? Ben, on va dire que traditionnellement, il y a des facteurs qui font qu'on peut se dire, bah, cette personne, elle a un pronostic, on parle souvent comme ça, pronostic fonctionnel de récupération, plus positif qu'une autre personne qui fait ça, ça, ça. Donc ça, c'est, bah, les théories qui sont encore cliniquement et scientifiquement, bien basées. Donc par exemple, une personne jeune, une personne qui a un AVC qui a 20 ans, en théorie, elle devrait mieux récupérer que quelqu'un qui a 80 ans. Le fait d'avoir en effet une bonne hygiène de vie, de faire de l'activité physique, de pas avoir de gros problèmes de santé particuliers, ce qu'on appelle les antécédents, etc., font que normalement, au niveau physiologique, on est entre guillemets plus sain que quelqu'un qui a une liste entière de plein de pathologies cardio-respiratoires, vasculaires et autres. Mais de plus en plus, en fait, on voit par exemple que bah, c'est pas si tout blanc, tout noir que ça non plus. Ça, c'est une première chose. Que bah, selon aussi le type d'AVC qu'on a eu, si c'est plutôt un infarctus, si c'est plutôt une hémorragie, la cause, la gravité, la localisation, le territoire, l'étendue, etc. Ça fait énormément fluctuer les choses aussi. La cause aussi, ça c'est hyper important parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 30% des AVC dont on ne détermine pas encore l'origine actuelle. Et donc, du coup, bah, il y a quand même des risques de récidive hyper importants. Donc, qui dit récidive dit risque de nouvelles séquelles, etc. Donc, quand vous en êtes à votre 4e AVC et qu'on sait toujours pas pourquoi, le pronostic de récupération, ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué selon bah, le type d'AVC et de symptômes qu'on a. Et après, autre chose hyper importante, là c'est plus à titre préventif que plutôt de potentiel de récupération, mais plutôt déjà de se dire de survenue d'AVC. En fait, dans la littérature, il y a vraiment ce qu'on appelle des facteurs traditionnels comme par exemple l'athérosclérose, donc c'est le fait d'avoir en quelque sorte des dépôts de cholestérol dans les vaisseaux qui fait que du coup bah, le sang il passe pas bien, ça peut obstruer les vaisseaux, puis du coup il y a toute une zone qui est plus vascularisée et puis vous avez un AVC. Ça peut être l'hypertension artérielle, c'est la première cause d'AVC hémorragique. Ça peut être des maladies inflammatoires, immunitaires, ça peut être des troubles malformatifs cardiaques, etc. Ça, voilà, on sort un petit peu du traditionnel, mais vraiment le gros traditionnel, c'est l'athérosclérose et l'hypertension artérielle. Et il y a des facteurs de risque qu'on appelle non traditionnels. Et pourquoi on s'y intéresse de plus en plus? C'est parce qu'en fait, on voit que la, vraiment le profil du patient AVC sur les 50 dernières années, il a énormément évolué. Avant, on avait plutôt tendance à dire que l'AVC, c'était une maladie de l'homme, plutôt plus de 65, 75 ans. Et là, en fait, on voit que ben, l'incidence des AVC dans cette population-là, elle est plutôt stable, voire sur certaines années à la baisse d'après Santé publique France, mais que chez plutôt les plus jeunes et chez les femmes surtout, bah là, on est vraiment en pleine explosion avec des facteurs de risque un peu plus atypiques, avec parfois bah, des causes qu'on ne trouve pas. Des fois, c'est chez des terrains migraineux. Le fait de prendre par exemple une contraception avec une consommation de tabac et que bah, l'information au départ, la femme, elle l'a jamais eu auprès de son gynéco ou quelqu'un d'autre ou de son médecin traitant. Les consommations aussi de stupéfiants, etc., qui sont des nouveaux modes de vie pas très recommandables, mais qui sont à risque d'AVC. Et ça, les jeunes ne le savent pas toujours. Ils pensent toujours à l'addiction, mais ils pensent pas au risque vasculaire. Et ça, du coup, ça fait que, en fait, vu que tu me parlais de telle ou telle personne, comment est-ce qu'elle peut récupérer, bah vu qu'en fait le profil type du patient AVC, il est vraiment en train de changer. Et pourtant,
je parle un peu comme une vieille, mais je suis jeune médecin au final, ça fait que presque 5 ans que j'exerce. Bah, par rapport à mon internat et maintenant, je vois vraiment la différence déjà. J'ai beaucoup plus de femmes qui sont touchées par les AVC dans les patients que je vois, et du coup, ben, ça change un petit peu la façon de réfléchir, de se dire, bah voilà, tel patient par rapport à tel patient, qu'est-ce qui fait qu'il va mieux récupérer, vu que la population n'est plus trop la même. Et je trouve que malheureusement, certes, il y a beaucoup d'articles là-dessus dans la littérature, etc., mais l'information au niveau de la population française, mais qu'est-ce qu'elle est lacunaire là-dessus. Enfin, il y a un gros manque. Et c'est hyper grave parce que bah, les gens, en fait, ils commencent à adopter des régimes de vie, etc., qui sont pas géniaux. Il y a des gens qui sont peut-être à risque d'AVC et qui ne le savent même pas parce qu'ils ont telle malformation ou tel antécédent dans leur famille, ils le savent pas. Il y en a même qui auront peut-être des AVC et qui ne sauront jamais pourquoi est-ce qu'ils en ont eu un. Et c'est hyper important de savoir que bah du coup il y aura quand même là on est sur une personne sur 6 en France qui va être victime d'un AVC dans sa vie. Donc c'est des chiffres quand même. Enfin c'est 140 000 AVC par an, un AVC toutes les 3-4 minutes. Je trouve que l'information pour une maladie qui est hyper fréquente au final, de la population, elle manque et c'est ce qui fait que du coup, bah, je pense que nous, en tant que bah, médecins, alors les neurologues ou les médecins de médecine physique et de réadaptation neurologique comme moi, ça va être compliqué au fur et à mesure parce que les profils des patients vont évoluer et pour savoir voilà comment prédire les choses, ça va être de plus en plus compliqué. Et qu'est-ce qui manque justement à cette prévention? Parce que il y a beaucoup de campagnes, en effet, qui sont présentes pour l'AVC, pour le diagnostic, la chute, la chute labiale, la perte de fonction, tu m'as rappelé le 15, tout ça, mais c'est vrai que niveau prévention, qu'est-ce qui, selon toi, manque, dans ces campagnes? Ah, c'est vrai qu'en fait, le seul truc qu'il y a, c'est ce fameux vite, comme tu as dit, un visage déformé, etc. Mais par exemple, les jeunes, ils ont pas d'informations là-dessus. Moi, je sais pas, je ferais bien des campagnes déjà dès le collège ou le lycée. Soit profiter des cours de sciences et vie de la Terre, soit par exemple proposer. Je suis sûre qu'il y aurait des médecins ou d'autres professionnels de santé, infirmiers, pompiers, etc. Enfin, des gens qui interviennent sur des AVC, qui pourraient passer dans des lycées, ne serait-ce que 2 heures, échanger avec des lycéens, trouver des modes de communication, bien sûr, qui font que les lycéens ne s'endorment pas, mais déjà rien que des temps dans le lycée, je trouve que ce serait important pour que eux sachent que ça existe, qu'il y a un risque peut-être plus tard qu'ils aient un AVC, mais que si jamais aussi un membre de leur famille devant eux fait un AVC, qu'ils sachent ce que c'est, parce que clairement, là, je pense que la plupart, ils pensent qu'ils sont dans un film d'horreur, au Scream ou je sais pas quoi, hein, mais pas devant un AVC, c'est un peu dommageable. Alors oui, il y a la fameuse JAPD où on apprend les soins, les premiers soins, etc. Mais sur l'AVC, c'est clairement pas suffisant. On est d'accord, voilà. Parce que on m'a déjà dit ça, on m'a dit ah mais Nawal, il y a la JAPD, oui, enfin voilà, si on refait pas derrière, on s'en rappelle plus et on parle pas d'AVC de toute façon. Et ensuite, ben ce serait des temps un peu dédiés. Malheureusement, je sais qu'en médecine générale, on manque beaucoup de temps, on donne pas forcément les moyens aux médecins généralistes de faire de la prévention comme il faudrait. Bah, ce serait créer ces types de consultations-là. Peut-être pas une fois par an pour tout le monde, mais au moins une fois à un moment donné à des temps très dédiés et sur bah, un peu les pics qu'on connaît de survenue des AVC. Chez les femmes, on sait que par exemple, ménopause, c'est un risque. Un petit peu avant les âges de 30-35 ans, il y a un pic aussi par là. On sait que c'est un pic à risque au niveau hormonal. Il y a des changements qui font que ça peut être un risque. Je pense que vraiment, vu toutes les casquettes qu'ont les médecins généralistes avec leur casquette de médecins traitants, c'est vraiment hyper dommage qu'ils n'arrivent pas à faire de la prévention comme il le faudrait. Il faudrait que l'État puisse donner les moyens. Ça, je pense que ce serait une première chose. Une deuxième chose aussi importante. Et après, bah, ce serait créer un petit peu une journée de l'AVC en France. Bon, je sais qu'il y a la journée européenne, France, etc. Mais c'est une journée. Donc peut-être faire un peu plus que ça, à l'instar de ce qui existe comme bah, pour le cancer du sein, le cancer colorectal, etc. Donc peut-être un mois ou une semaine dédiée. Il y a plein de choses, à mon avis, plein de formats différents. Et je pense qu'il faut juste les adapter aux âges, aux personnes à qui on s'adresse. Mais il faut un petit peu user de tout, hein, de campagne, de consultations proches. Ça peut être aussi, je sais pas moi, des tournées un petit peu. Je sais que ça se fait de plus en plus, des camions par exemple pour sensibiliser à l'insuffisance cardiaque, etc. Ben, ça pourrait être une chose. Compter sur les associations aussi que l'État
compte bien plus sur les associations. Il y a clairement pas assez de moyens donnés en France pour pas mal d'associations de patients, notamment parce qu'il n'y a pas que les associations de professionnels, il n'y a pas que les sociétés savantes, il y a aussi les patients. Donc voilà, plein de choses. Et pour le moment, hormis ce VITE, je trouve que je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez et on le voit vraiment au quotidien quand je parle avec les familles des patients, les patients, etc. Ah, mais moi, je pensais pas que à 38 ans, étant une femme, je pouvais faire un AVC. Ça, c'est des trucs que j'entends hyper fréquemment. Ou ma mère, juste après l'accouchement de ma petite sœur, elle a fait un AVC, mais comment est-ce que ça peut être possible, ça? Enfin, en fait, c'est un des moments dans la vie d'une femme, le postpartum, le juste après grossesse, la grossesse déjà en tant que telle, c'est un facteur de risque énorme de plein de choses au niveau vasculaire. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a un vrai manque d'éducation, un petit peu enfin pas d'éducation, mais de savoir collectif des gens en santé dans la population. Je dis pas que tout le monde doit avoir le savoir de professionnel de santé, mais au moins un léger background et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Enfin, il faudrait se donner plus les moyens en France de le faire. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez contester certaines choses qui ont été dites durant l'épisode, suivez le lien en description pour déposer vos réclamations avec études et preuves à l'appui. Je ferai un épisode bonus regroupant toutes les mises à jour. On peut reprendre. Ouais, ouais. Alors sur un point de vue global, c'est vraiment l'objectif de ce podcast en tout cas, mais c'est vrai que sur l'AVC, je pense que c'est dommage, c'est que ça a été très ancré dans les esprits que c'était une pathologie de personnes âgées, en fait, et que ça pouvait toucher que les personnes âgées. Tu vois, l'infarctus, typiquement, je pense pas que ça soit, tu vois, c'est plus orienté de 50 vers 50, 55 ans, mais vraiment l'AVC, on pense que c'est vraiment quelque chose de bah, oui, de personnes âgées, alors que non, en fait, on en voit de plus en plus. Tu parlais des drogues tout à l'heure, chez les utilisateurs de cocaïne, le le spasme, qu'ils peuvent avoir parfois au niveau des artères, tout ça, c'est des choses qui existent, hein, c'est des choses qu'on voit et en effet, je C'est pense qu'il ça. faut pas hésiter à en parler. Puis il y a même les enfants aussi qui peuvent être atteints. La paralysie cérébrale, par exemple, 30%. Alors la paralysie cérébrale, pour donner la définition, pardon, c'est une lésion cérébrale qui provoque différents types de symptômes qui survient normalement. On parle de paralysie cérébrale, en tout cas la survenue jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça peut être à cause d'un problème chromosomique, génétique, infectieux, mais il y a 30% des paralysies cérébrales, c'est des accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est hyper important à savoir et ça peut venir pendant la croissance fœtale lors de la grossesse de la maman, ça peut venir juste avant l'accouchement, ça peut venir pendant l'accouchement, quelques mois après l'accouchement. La paralysie cérébrale, c'est un enfant né sur 500. Donc c'est quand même pas rien du tout. Le but c'est pas de faire peur à tout le monde avec ces infos, mais que ces maladies vasculaires cérébrales là, elles sont quand même hyper fréquentes. Et puis outre la paralysie cérébrale, ça peut venir un peu plus tard dans l'enfance, dans l'adolescence. Ça peut frapper à n'importe quel moment de la vie et même avant la vie. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage, en effet, comme tu dis, qu'il y ait certains clichés qui sont ancrés sur cette maladie neurologique-là, mais comme d'autres de toute façon. Parkinson tout à l'heure, les Parkinson, sont aussi de plus en plus jeunes. Par moment, on en voit, il y en a quelques-uns qui sont sur les réseaux aussi et c'est vrai que c'est assez, Mm. heu, c'est assez impressionnant. C'est ça, et puis il y a des différences aussi dans les maladies neurologiques, ça on en parle très peu, mais entre les hommes et les femmes aussi. Les symptômes sont pas les mêmes, certaines gravités de maladies neurologiques sont pas les mêmes. On sait que par exemple les scléroses en plaques chez les hommes sont beaucoup plus foudroyantes. Quand ça arrive avant tel âge ou après tel âge, c'est hyper grave aussi. Les maladies Parkinson, les symptômes d'une personne parkinsonienne homme versus femme, c'est pas du tout les mêmes aussi. Et c'est vrai que nous, par exemple, en tant que médecin, on a tendance à apprendre beaucoup plus les symptômes du patient type un peu homme, d'un certain âge, etc. Et ça, je trouve, c'est un message important. Qui concerne les femmes, surtout maladies neurologiques et les femmes, on a tendance à beaucoup plus l'occulter. C'est peut-être parce que si ça a été moins étudié, hormis certaines maladies comme la sclérose en plaques et encore, mais il y a quand même une certaine forme d'inégalité, on va dire ça comme ça, dans les études et les prises en charge des femmes qui sont atteintes de maladies neurologiques et notamment d'AVC. Il y a un énorme retard diagnostique des fois. Il y a cette image un peu de femme hystérique
Il y a eu des énormes retards. Moi, par exemple, j'ai eu des patientes comme ça. J'en vois aussi sur les réseaux qui témoignent, etc. Le but, c'est pas du tout de lancer la pierre sur les professionnels de santé et les soignants. En fait, c'est un problème de notre formation. Et, euh, et justement, je pense que c'est hyper important dans cette logique. Tu vois, tu parlais de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer le savoir collectif, la prévention, l'éducation. Il y a une part de la population, mais il y a aussi au niveau des professionnels de santé. Parce que c'est pas normal qu'en 2025, des médecins qui pensent qu'un AVC chez une femme de 20 ans, c'est pas possible, quoi. Et ça, je pense qu'il y a aussi chez les professionnels de santé pas mal de clichés à un petit peu démystifier, on va dire ça comme ça. Mmh. Ouais, complètement. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur le sujet, il y a l'épisode, je sais plus le combientième c'est, qu'on a fait avec Olfa, qui est une neurologue vasculaire, voilà, qui reprend tout l'AVC, de la présentation, de la cause, au traitement, et voilà. C'est plutôt très, très intéressant. Et justement, là, sur la partie rééducation, donc on a vu un peu les capacités, les possibilités qu'on pouvait un peu avoir après ce genre d'événement ou n'importe quelle autre pathologie neurologique. Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'on connaît une limite au corps dans la récupération ou pas? Est-ce qu'il y a une phase de plateau que voilà, j'ai beau être n'importe qui et donner toute l'énergie que je veux, est-ce qu'on sait qu'il y a cette phase-là qui sera jamais dépassable par le corps? Et ben, c'est hyper important de bien différencier les maladies neurologiques, enfin les événements aigus et les maladies un peu chroniques qui évoluent soit par poussée ou progressivement. Tu vois, par exemple, la sclérose en plaques, il y a des formes par poussée, il y a des formes justement par un peu progressives, soit d'emblée, soit après les poussées. Moi, je suis par exemple spécialisée dans tout ce qui est maladies neuromusculaires, donc les myopathies, maladies de Charcot, etc. On sait que le déficit, il vient aussi progressivement, qu'on arrive à stabiliser les gens, mais un petit peu à les améliorer des fois, mais on voit qu'il y a toujours cette évolution vers le moins bien si on regarde sur 20 ans plutôt que de se focaliser que sur 6 mois. Et ensuite, sur les maladies aiguës, donc super exemple de l'accident vasculaire cérébral. En fait, dans le premier mois après un accident vasculaire cérébral, on sait que il y a un énorme potentiel de récupération qu'on appelle naturel, justement avec cette neuroplasticité. Et ensuite, déjà dès le départ, hein, dès que possible, en soins intensifs, il faut commencer la rééducation, mais ensuite, ça va plutôt être le rôle justement de l'entraînement, du renforcement, de la stimulation de cette neuroplasticité cérébrale par d'autres personnes que le patient. Ça va être surtout dans les mois qui suivent justement ce mois de récupération naturelle, mais hyper important de se dire les premières semaines, c'est le corps, il a un énorme potentiel, il faut surtout pas le négliger. Et ensuite, donc les 3, 4 jusqu'à 6 mois après un AVC, il y a vraiment normalement un potentiel de récupération en croissance. Et à partir des 6-12 mois, ce potentiel de récupération, sa capacité, elle va avoir tendance à diminuer, stagner jusqu'à à peu près 12 mois. Et 12 mois, on va commencer à atteindre un fameux plateau. Donc ça, c'est vraiment, si on réfléchit en termes de récupération, par exemple, de points moteurs, de la sensibilité, etc. Toutefois, c'est hyper important de se dire que même si au niveau du testing, quand on examine quelqu'un, il y a un espèce de plateau à partir de 12 mois, et après en général on voit moins des choses progresser, ça ne veut pas dire que sur le plan fonctionnel, la personne ne peut pas évoluer. Mais c'est vrai que globalement, on sait que à 1 an d'un AVC, on a globalement l'image fonctionnelle de comment sera la personne. Après, les personnes qui ont des AVC, elles auront de toute façon, si les symptômes ils sont quand même assez importants, les séquelles de la rééducation après la phase de réalisation en médecine psychique de réadaptation, donc en centre de rééducation, elles auront de la rééducation en libéral avec souvent, c'est souvent les kinésithérapeutes ou bien encore les orthophonistes selon les troubles. Et on peut proposer à ces personnes des fois des séjours un peu de rééducation un peu intensifs quand on a des objectifs particuliers. Je vais te donner un exemple. C'était il y a 2 ans. J'ai reçu un patient qui venait d'EHPAD. Il avait eu un AVC 1 an et demi ou 2 ans auparavant, quelque chose comme ça, et vraiment un AVC massif. Il y avait donc un déficit moteur. Il avait aussi ce qu'on appelle de la spasticité, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, cette espèce un petit peu de raideur au niveau de la main, du coude, de la jambe, etc., qui faisait que c'était vraiment très difficile, par exemple, d'étendre son coude.
Et en fait, il avait été mis en EHPAD et dans un fauteuil roulant manuel. Donc, il arrivait à conduire avec son côté. Et il est venu me voir en consultation, enfin en hospitalisation le jour, en évaluation d'hospitalisé le jour, parce que il voulait venir en session un peu de rééducation intensive. Moi, au début, je me suis dit, oh là là, alors il est en EHPAD, il est en fauteuil, quels sont les objectifs que je veux vraiment pouvoir travailler? Et il m'a dit, docteur, moi, c'est simple, je veux pouvoir me mettre debout et faire quelques pas. Je l'ai regardé comme ça avant de l'examiner. Quand elle m'a dit ça, je demande toujours les objectifs aux gens. Je les écoute toujours. Je prends toujours un temps hyper important de les écouter. Je n'avais pas les gros yeux comme ça devant lui, mais dans ma tête, c'était genre, oula, je pense que ça va être très compliqué. Il était un peu franc du collier en plus. Il était peut-être un petit peu frontal. C'était un peu compliqué. Et quand je l'ai examiné, en fait, j'ai surtout vu que c'était cette fameuse spasticité qui limitait les choses. Donc je lui ai dit, écoutez, j'ai pas trop l'habitude, mais moi, je laisse toujours la chance au projet des personnes. Donc, ce que je vous propose, on va tenter de voir ce qu'on peut faire. On va faire en tout cas des injections de toxines. Et en même temps, donc quelques semaines après ces injections, on vous prend en séjour. On essaye de travailler à fond. Il était super motivé, très rigoureux, hyper respectueux en séance, etc. Et c'est un patient qui maintenant, il arrive à marcher avec une canne tripode. Donc une canne tripode, c'est un embout en fait à 3 bouts, donc qui permet une meilleure stabilité au sol. Il arrive à faire 40 mètres, je crois. Son fauteuil, il l'utilise juste dehors pour faire des plus longs trajets, mais il fait ses transferts tout seul. Il arrive à se mettre dans son lit tout seul, à se mettre dans son siège de douche tout seul, etc. Et il est même sorti de l'EHPAD. Maintenant, il habite chez lui. Et en fait, tout ça pour dire qu'au final, il a peut-être pas énormément progressé sur le côté moteur, etc. Mais en fait, c'est le fait d'avoir levé justement cette spasticité, rapprendre certains schémas moteurs, justement ce que je te disais tout à l'heure, se mettre debout, comment faire ses transferts, réapprendre tout le mouvement de la marche, etc. Juste après ces injections, en fait, ça lui a permis d'énormément gagner en fonction. Et du coup, maintenant, il est plus en EHPAD, il est chez lui, donc il est super content. Mais c'est vrai que c'était pas gagné d'avance, et c'est pour ça que je dis souvent aux patients que la récupération après 1 an, quand vraiment on a mis en place tous les traitements, etc., des fois ça peut être compliqué, mais il faut pas non plus tout lâcher. Il faut faire la différence entre récupérer par exemple de la force, etc., et la récupération de fonction. C'est hyper important. On peut faire les choses autrement aussi. Donc voilà, ça dépend vraiment des objectifs, mais c'est quand même important, outre ces fameux plateaux phase ascendante, etc., d'expliquer que on peut faire des choses après ça. C'est un Conduite, c'était super clair, cette histoire de plateau, tout ça, et l'histoire, elle est dingue. Elle est vraiment dingue parce que je Oui, c'est pense qu'il sûr. y a de Ouais. nombreux patients qui auraient le potentiel, aussi pour avoir ça, et chez qui en se disant: «On peut pas faire plus parce qu'on a atteint cette phase de plateau», on cherche pas forcément à aller plus loin. Tu sais qu'il y a quand même pas mal de patients, alors j'espère pas beaucoup après un AVC, mais il y en a plein qui n'ont pas vraiment mis les pieds dans un vrai service de médecine physique et de réadaptation. Et ça, je trouve que c'est une énorme perte de chance. Le patient, par exemple, dont je te parle, je crois qu'il n'est pas allé stricto sensu dans un service. Donc après son AVC, je crois qu'il est allé dans un centre un peu polyvalent. Il y avait des kinésithérapeutes, etc., mais il n'y avait pas des médecins de médecine physique et de réadaptation. Donc je pense que ça devait être, par exemple, des médecins généralistes, peut-être d'autres spécialités, gériatres, rhumatologues, etc. J'en sais rien. Mais qui connaissent pas certains symptômes, on va dire, un peu très spécifiques justement de ce qui peut être limitant dans les AVC. Et la spasticité, pour le coup, c'est hyper limitant. Et peut-être que du coup, personne a trop pu lui proposer de faire quelque chose, parce que vu la spasticité qu'il avait, elle datait pas de la veille, quoi. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein d'autres symptômes. Et je pense qu'il y a pas mal de patients qui malheureusement passent pas entre les mains de notre spécialité. Et il y a probablement des pertes de chance. C'est pour ça que c'est hyper important de bien respecter les parcours quand il y a les pathologies. Mais bon, j'ose espérer que il y en a pas tant que ça qui passent entre les mailles du filet. C'est aussi important, je pense que parce que ce podcast, pardon, a vocation à faire une vulgarisation un peu globale, mais c'est aussi important d'informer les familles, en fait, de ce genre de situation et de ce genre de cas, parce que, beh, juste, si vous écoutez, cet épisode aujourd'hui et que quelqu'un autour de vous a fait, un AVC, vous dites: «Ah, c'est bizarre, il a pas eu,
petite session avec le MPR, tout ça, beh, prochain rendez-vous avec le médecin généraliste, vous en parlez, vous faites le point et puis vous verrez. Mais, c'est aussi en informant les populations sur ce qui est possible, qu'on enlève moi je suis pour enlever, le pouvoir, aux médecins et aux professionnels de santé, et le redonner un peu dans les mains des patients, et qu'on redistribue surtout ce pouvoir et cette responsabilité, en fait, face à la santé. Donc heu, donc c'est important, c'est important. Et tu as parlé un peu de ce monsieur-là qui était, très motivé, qui avait le bon état d'esprit. Est-ce que ça justement, on sait, si ça a un impact sur la récupération, le fait d'être optimiste, le fait d'être motivé, d'être engagé dans ce qu'on Pour moi, c'est essentiel. S'il y a pas ça, c'est même pas la peine. Nous, en fait, ça fait même partie des objectifs de rééducation. Des fois, il y a des patients qui ont tous les critères pour être dans des centres spécialisés de rééducation neurologique, mais qui sont dans le refus, qui ne veulent pas, etc. Enfin, on peut pas les prendre, en fait. On n'est pas dans un bagne. Enfin, et même si c'est terrible de parler comme ça, alors sauf certains profils où il y a vraiment des troubles cognitifs qui font que voilà, par exemple après un jeune, par exemple après un traumatisme crânio-encéphalique, etc. Mais dans certains cas, même s'il y a des indications, on sait très bien que si on prend même le patient, il descendra pas sur le plateau, il va rester dans sa chambre et en fait, ça va être frustrant pour sa famille, pour ses proches, pour l'équipe soignante, pour l'équipe de rééducateurs, pour l'équipe médicale. Enfin, ça va être frustrant pour tout le monde. Et c'est vrai que la motivation, c'est hyper important parce que c'est en rééducation comme dans d'autres spécialités médicales, c'est le patient qui est au centre de la prise en charge. On fait ce qu'on appelle même des contrats thérapeutiques. Donc dans la première semaine après l'hospitalisation, on fait une réunion avec l'équipe de rééducation et on rédige un contrat et on le présente au patient et le patient doit le signer. Donc c'est vraiment un engagement, une alliance thérapeutique pour se dire OK, on va dans cette direction. Ça fait partie des critères qualité, c'est obligatoire dans les centres de rééducation, on a des audits, etc. Et si ça c'est pas dans le dossier, ça va pas du tout. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, et donc voilà, c'est hyper important. Et outre ce côté un peu légal, la motivation, comme je te disais tout à l'heure, l'humeur, etc. Ça joue énormément aussi sur les phénomènes de neuroplasticité et d'autres phénomènes aussi physiologiques qui sont pro récupération. Donc c'est la pierre angulaire pour moi, la motivation du patient. S'il y a pas ça, il y a rien. Moi, je pense que ça va de pair aussi avec, un entourage, aussi qui est encourageant, qui est, protecteur, Bien tout ça. sûr, Je pense que c'est tout un tas de faisceaux autour qui, ça met des signaux verts. Comme on a dit, ça veut pas dire que c'est du 100, ça, c'est sûr, c'est ça. mais voilà, ça aide, Il me reste, ça fait quasiment 1h20 là, il me reste, encore juste 1 ou 2 questions. Il y a un point, ouais, au final, hein, on a beaucoup de choses à dire, hein. Ça va vite. Ça va très vite. Il y a un point niveau rééducation, des fois, on a des choses, qu'on peut voir dans des films, dans des séries, des choses comme ça. C'est la douleur, au final, pendant la rééducation. Est-ce que c'est quelque chose, par lequel on doit forcément passer? Est-ce que c'est quelque chose qui est évitable? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, et qui nous permet de nous signaler, qu'on fait les bons ou alors les mauvais mouvements? Voilà, est-ce que tu peux me dire un petit truc dessus? Je trouve que c'est très patient dépendant. Je vais t'expliquer pourquoi. Normalement, de toute façon, quand tu as un message douloureux, c'est qu'il y a un endroit quelque part où, en fait, un message douloureux, c'est un message qui passe mal. C'est parce qu'il y a des lésions au niveau de tout le circuit dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout au niveau de la sensibilité. Il y a un endroit où ça ne va pas bien, soit au niveau du cerveau, soit au niveau de la moelle épinière, soit au niveau des nerfs périphériques. Mais globalement, tout le trajet de la sensibilité, c'est qu'il y a un endroit où ça va pas. Globalement, la douleur, en fait, c'est un symptôme qui est subjectif. C'est-à-dire que c'est la personne qui va nous indiquer son degré de douleur. Il y a plein d'échelles, des questionnaires, etc., qui nous permettent de quantifier au mieux, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas comme ça. Enfin, on peut le voir au niveau du visage d'une personne, mais c'est tout. Donc ça, c'est hyper important de comprendre que c'est un des symptômes les plus difficiles. Enfin, pour moi, c'est le plus difficile à évaluer en médecine parce que c'est le patient en fait qui le retranscrit. Donc ça c'est encore une chose. Et après non, en tout cas il n'y a pas forcément besoin de ressentir de la douleur dans un processus de rééducation. Idéalement c'est ne pas avoir de douleur. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est très personne dépendant parce que je me rappellerai toujours
d'une jeune qui avait eu un traumatisme crânio-encéphalique. Elle avait fait, la pauvre, un accident de la voie publique. Elle était passagère d'une moto et la voiture devant a pas marqué le stop et bon, du coup elle s'est fait projeter. Et en plus de ça, en fait, en plus de ce traumatisme crânien, elle avait eu aussi des fractures au niveau bassin, jambes, etc. Donc à partir du moment où on pouvait lever en tout cas le lit strict, commencer à la mettre un peu en position de verticalité, du poids, etc. Moi, je lui avais dit, ben, hésite pas, parce qu'elle est jeune, hein, je l'ai tutoyée, hésite pas à nous dire, voilà, si t'as mal, etc. Donc au départ, ben, en fait, on lui mettait certaines doses, on allait même sur des morphiniques, de la morphine. Et en fait, elle m'a dit, bah, docteur Nawel, là, moi, c'est pas possible, faut diminuer parce que là, je sens plus rien. J'ai besoin pour sentir mon corps d'avoir un petit peu mal, de sentir que mon corps, il était là. Et je me rappelle, je me dis, qu'elle me dit, en fait, elle veut avoir mal, mais j'avais l'impression de mal faire mon travail, en fait, vraiment. Donc du coup, bah moi, comme d'hab, j'écoute les patients, donc je dis, bah écoutez, ok, écoute, pas de souci, on va baisser un peu les doses. Et au final, ben, elle me disait qu'elle avait un peu mal pendant les séances où elle faisait du rentraînement à la marche, mais qu'elle avait besoin un petit peu de sentir cette douleur parce que vu qu'elle avait des troubles sensitifs, du coup, la douleur pour elle, c'était un message en fait qu'elle intégrait bah, quand elle marchait, etc. Et au fur et à mesure, bah, quand ça commençait à bien se consolider sa situation, elle avait plus que des douleurs au niveau du tendon achilléen avec des semelles et des traitements de kinésithérapie et même une infiltration, c'est des choses qui ont pu se passer. Et puis quand je l'ai revue en consultation après pour son suivi, bah elle avait plus de douleur, mais là c'était différent parce que l'intégration sensitive avait évolué, etc. Elle était allée dans d'autres schémas moteurs. Mais je me rappellerai toujours de ce truc qu'elle m'a dit, qu'elle avait besoin un petit peu de sentir cette douleur pour se sentir comme se sentir un peu vivante, quoi. Sentir que il y avait du mouvement dans son corps. Donc normalement, en théorie, quand on peut éviter la douleur, en tout cas nous on a plein de traitements médicamenteux, physiques, etc. Parce que pareil, les kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, ils sont hyper utiles pour la gestion douloureuse. Il n'y a pas que les médicaments. Moi, je suis même formée aussi, par exemple, à l'hypnoanalgésie. Donc, ça m'arrive aussi d'utiliser ces moyens techniques-là pour diminuer un peu les stimuli douloureux. Et voilà, donc idéalement pas de douleur. Mais après, bah, il y a des patients qui ont besoin un petit peu de ressentir cette douleur pendant la rééducation. Ça fait partie de leur cheminement. Donc après, je trouve que c'est assez personnel, mais c'est pas une phase obligatoire. OK. En effet, bah, c'est comme d'hab au final, il y a tant de patients que de techniques et comme tu dis, des personnes pour qui la douleur, beh, si tu mal, c'est que tu en vie et ça reste ça reste un bon signal. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour un peu du sujet global au niveau de la rééducation, au niveau de tout ça. Maintenant, si quelqu'un nous écoute, j'ai tout fait, j'ai tout fini. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je continue à faire l'activité physique? Est-ce que, j'ai plus besoin? Est-ce que si j'arrête, je suis à risque de retourner en arrière par rapport à ce que j'ai gagné? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et clairement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, qu'une personne soit atteinte d'une pathologie qui atteint ses capacités de mouvement ou pas, que ce soit une personne comme toi ou moi, l'activité physique, c'est hyper important parce que le risque de ne plus faire d'exercice physique, c'est la sédentarité, c'est s'altérer, même quand on n'a pas de pathologie au niveau cardio-respiratoire, au niveau musculaire, d'avoir moins de capacité et ça a un impact sur notre qualité de vie. Ça va forcément à un moment donné, en effet, diminuer les capacités d'une personne et ça encore plus si elle a eu un épisode neurologique ou un autre épisode. Donc exercice physique, ça c'est prescription à vie, ça c'est clair et net. Après, exercice physique, c'est selon ses possibilités, ses capacités et ce qu'on aime. Parce que le but quand même, c'est justement d'être en tout cas motivé et de préserver ça le plus longtemps possible et si possible toute sa vie. Et après, bah, il y a aussi une question qui revient assez régulièrement, c'est après un séjour de rééducation, est-ce que telle ou telle personne, elle doit continuer de la rééducation, aller chez le kinésithérapeute, aller chez l'orthophoniste, etc. Bah ça, c'est pas le cas pour tous les patients. Il y a des patients, par exemple, qui n'auront quasiment plus de séquelles et que, en tout cas, le peu de séquelles qu'elles auront ne limitera pas vraiment leur vie. Par exemple, voilà, quelqu'un qui arrive à remarcher 5 km/h, je vois pas l'intérêt, par exemple, au niveau des membres inférieurs, de travailler ça avec un kinésithérapeute.
Par contre, il peut y avoir des objectifs si il reste certaines séquelles, que ça limite le quotidien chez la personne, dans sa vie courante, quand elle va au magasin, peut-être même à son lieu de travail si elle a repris le travail, etc. Et là, ça peut valoir le coup, selon les objectifs et les séquelles, de retourner chez l'orthophoniste pour travailler la parole, le langage, la déglutition, de retourner chez le kinésithérapeute ou la psychomotricienne. Mais c'est souvent kinésithérapeute en libéral. Donc après, ça va dépendre des séquelles et comme je l'expliquais tout à l'heure aussi, des fois, ça peut être aussi tout à fait pertinent de reprendre les patients quand il y a des objectifs en séjour de rééducation. C'est souvent de l'hospitalisation au jour. Donc les gens dorment chez eux, ils viennent 3, 5 demi-journées par semaine à l'hôpital sur le plateau technique avec les différents rééducateurs. Ça va dépendre des séquelles. Mais par contre, sur ta question initiale, exercice physique, tous les Français devraient en faire qu'ils aient une maladie ou pas. Pour rappeler un peu les recommandations, c'est 30 minutes par jour d'activité physique C'est ça. modérée, d'exercice physique modéré par 5 jours par semaine, donc 30 minutes. Alors oui, c'est compliqué, C'est oui, vous ça. pouvez le condenser, hein, 1 heure, par-ci, 1 heure par-là. Être en bonne santé, c'est un peu le travail d'une vie. C'est quelque chose qui doit être ancré dans votre quotidien et c'est vrai que, on voit les gens se mettre souvent à l'exercice en début d'année et arrêtent après et je pense que, voilà, j'espère qu'un jour on aura une solution pour que, tout le monde prenne soin de sa santé au quotidien, sans en faire quelque chose, de problématique et qui prend beaucoup de charge mentale aussi, parce que c'est pas l'idée. Ouais, c'est important. Et après aussi, ce qui est super important, outre l'activité légère, c'est ce qu'on appelle l'activité un peu plus forte. Et ça a été montré que c'est celle qui a le plus d'impact sur la santé. Il y a des articles qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça, en 2022, je crois. Idéalement, il faudrait faire 90 minutes d'exercice un peu soutenu, pas par semaine. Donc en gros, ça serait une bonne séance de sport dans n'importe quel club ou chez soi, devant par exemple des exercices filmés, etc. Il y a plein de sports possibles, mais au moins 90 minutes d'exercice physique plus soutenu. C'est ça qui a le plus d'impact sur la vitesse de marche, la condition cardio-respiratoire. Et dans les types d'exercices que je conseille, sur tout ce qui est protection neurologique, cardio-respiratoire, etc., c'est ce qu'on appelle les exercices aérobiques. Donc on fait vraiment sur le long terme. La course à pied, après bon, la course à pied, c'est vrai que ça ne convient pas à toutes les personnes. Il y en a qui trouvent que c'est ennuyeux, et cetera. Donc voilà, ça peut être la piscine, du vélo. Moi, par exemple, je fais pas mal de CrossFit, au moins 2 fois par semaine. Donc voilà, vraiment, en tout cas, une activité un peu soutenue où on sent que des fois on en bave en quelque sorte. Enfin, faut quand même qu'il y ait un échauffement un peu thermique, hein. Les profs APA, ils l'expliquent très très bien. Faut qu'on commence à transpirer en fait pour parler d'exercice soutenu. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu y aller. Mais ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental aussi. C'est hyper important pour la santé mentale. Et voilà, pour éviter certaines maladies, même si, comme on le dit depuis le début avec Léo, tout n'est malheureusement pas évitable. Tout n'est malheureusement pas pronosticable et tout ne peut pas donc être évité, quoi. Mmh. Vraiment, bouger, vous le regretterez vraiment, vraiment jamais, je C'est un pense. slogan comme ça, hein. Je crois que le slogan actuel, c'est «Bouger 30 minutes», je crois que c'est ça, hein? Le Ah ouais? slogan là, des campagnes, ouais, je crois que c'est ça. Si tu tapes «Bouger 30 minutes», je crois que Très bien. c'est le slogan actuel. Je suis quasiment sûre. Bouge 30 minutes chaque jour. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce truc-là. Donc là, c'est pour les activités modérées, mais après, c'est hyper important d'allier ce qu'on appelle l'activité physique. Donc par exemple, un petit peu marcher, etc. Ne serait-ce que faire ça, c'est de l'activité physique, et l'exercice physique un peu plus soutenu pour justement un peu des exercices d'un peu plus longue durée pour booster au niveau neuro-cardio-respiratoire nos compétences physiques, quoi. Et vraiment se trouver quelque chose que vous aimez, pardon. Parce que c'est la chose que vous tiendrez sur la durée. C'est comme tout, hein. C'est les choses qu'on tient longtemps et qu'on répète un certain nombre de fois qui apportent des bénéfices. Et c'est pas, aller, courir, tous les jours pendant 1 mois qui va apporter les bénéfices par rapport à quelqu'un qui court 2 fois par semaine, pendant, 12 mois. Ça aura vraiment rien à voir. C'est clair.
Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors moi, j'aime bien conclure un peu en te demandant les 5 choses que les gens qui nous écoutent devraient retenir de cet épisode-là. Alors, C'est pas facile comme exercice. la première, non, il y a pas de souci, ça va le faire. La première, c'est que, retenir que voilà, les maladies neurologiques, dans tout ce qu'elles peuvent représenter, ça peut vraiment toucher, tout type de personnes, les enfants, les adultes, les personnes âgées, les hommes, les femmes. Vraiment, ça touche une part, très importante, de la population française. Le numéro 2, la proposition numéro 2, c'est que, comme plein d'autres spécialités médicales, la médecine physique et de réadaptation, c'est une spécialité un peu incontournable, dans ces pathologies neurologiques, parce que, souvent qui dit pathologie neurologique dit séquelles et dit besoin de rééducation et de coordination médicale et d'autres choses qu'on peut proposer. Le numéro 3, enfin la 3e chose à retenir, c'est que, ça reste un monde, le handicap neurologique, qui est très compliqué et qui doit encore être vraiment creusé. Justement, que ce soit dans les hypothèses scientifiques, dans la façon de pronostiquer des pronostics fonctionnels, que, dans, les prises en charge des patients. L'autre chose que j'ai peut-être pas assez dit, c'est que, c'est une spécialité, la médecine physique et de réadaptation et tout le champ de la rééducation qui est en plein essor. Vraiment avec, énormément de progrès, scientifiques, technologiques. Il y a de plus en plus d'innovations, même, pour ceux qui font pas de la recherche, les rééducateurs, les médecins en rééducation, on implémente de plus en plus les nouvelles technologies, dans nos prises en charge. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on manie de plus en plus. Des robotiques comme l'exosquelette, par exemple, pour, la rééducation à la marche, à la posture, et il y a plein d'autres exemples. Et pour finir, qu'on soit atteint d'une maladie neurologique ou pas, il y a, des choses qu'on peut faire, pour tenter d'améliorer au mieux, notre état de santé. Ça passe par notre mode de vie, l'alimentation, on parlait de l'exercice physique, bouger 30 minutes par jour, et cetera. Mais il faut non plus pas se culpabiliser, il faut savoir qu'il y a quand même, pas mal de pathologies qui, chez des gens qui ont une hygiène de vie stricte, parfaite, il y a des pathologies qui peuvent quand même arriver à cause de malformations, par exemple cardiaques, qu'ils ne connaissaient pas, ou autres. Et que donc, faites du mieux que vous pouvez. Ça, c'est hyper important. N'ayez pas de regrets en tout cas. Ne vous culpabilisez pas si à certains jours vous faites des écarts, que pendant un mois vous faites pas de sport. Le but, c'est vraiment de tenter toujours de se donner des objectifs atteignables et de faire, du mieux qu'on peut tous, à notre échelle. Voilà. Je n'aurais pas dit meilleure conclusion. Tu peux nous dire juste peut-être où on peut te retrouver sur les réseaux? Ouais, pas de souci. Et du coup, mon alias c'est, Docteur, Nawel 2.0 avec un underscore entre docteur et Nawel 2.0. Et on peut me retrouver, sur Instagram où j'ai vraiment commencé, à faire, de la vulgarisation et des contenus pédagogiques. Et je développe de plus en plus, sous le même nom, ma chaîne YouTube et ma page, sur TikTok pour, sur YouTube proposer des contenus un petit peu plus, long et développer sur, des points, qu'on peut moins, développer sur, certaines plateformes courtes, et sur TikTok pour, tenter de toucher un petit peu plus les jeunes, un peu dans la continuité de ce que je t'expliquais tout à l'heure sur, la sensibilisation de certaines problématiques aux plus jeunes qui sont souvent, très peu connaisseurs et intéressés de tout ça. En effet, je pense que c'est vrai. C'est vraiment utile. De toute façon, tous les liens seront en bio de l'épisode, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Deezer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Écoute, on va arrêter l'enregistrement. Je vais juste couper et je te garde le temps que ça se télécharge. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.